Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on est dans le prolongement de l'épisode basique sur les conseils ouvriers. Et par rapport à l'autonomie des luttes. Autonomie, ce qui renvoie aux groupes autonomes, les groupes autonomes étant entre guillemets dans l'image populaire les Black Blocs, mais comme tout mouvement d'extrême gauche qui se respecte, une pratique renvoie à une histoire. Et c'est justement c'est l'article qui est cher à mon cœur, quelque part aussi, et aussi assez cher d'un point de vue intellectuel. En fait, je considère que la source bibliographique de cet article que l'on va voir, ce blog, excuse-moi, je suis en plein dans les vignettes entre article, blog, machin, c'est compliqué, mais enfin bref, je vous passe les détails. Donc à un moment donné, c'est la source bibliographique de cet article que je mettrai en fin de description, en image dans le montage et en même temps dans la description. D'ailleurs, n'hésite pas à commander le bouquin parce que à ce jour, chers amis, comment dirais-je, en termes de synthèse historique des révolutions en Europe, je crois n'avoir rien lu d'équivalent. Je suis extrêmement sérieux. Ce livre m'a fait l'effet d'un coup de pied dans les couilles. C'est un livre synthétique. D'ailleurs, je crois dans une interview, Charles Rive avait, on avait demandé un que sais-je sur les conseils ouvriers, sur l'autonomie des luttes / conseils ouvriers. Et en fait, sauf qu'il s'était pas résolu à faire 128 pages, le truc a donné quand même un gros bouquin. D'ailleurs, cette interview est dans les sources de l'article, donc je vous conseille vivement d'écouter les sources de l'article, on va dire ça comme ça. Donc non, je ne mettrai pas les sources en description directement, non, vous devrez faire l'effort de cliquer et de voir. Voilà, comme ça. Cliquez, mon Dieu, quel effort assez important. Donc, au lieu d'étudier et d'être focus sur une période particulière, en fait, ce livre traite de manière synthétique à partir de 1789, bien qu'il y avait des luttes avant. Mais lui, il est parti parce que voilà, la Révolution française, etc. Et il a dressé une immense fresque historique avec des sources bibliographiques délicieuses qui, moi, même aujourd'hui, me servent toujours de référence en termes de commande de livres, parce que j'ai pas tout commandé encore, j'ai plus de 4000 livres en attente, enfin bref. Voilà, les militants et les militantes savent de quoi je parle. Voilà, on est en retard sur les lectures. On passe notre vie à être en retard de lecture, sur les lectures. Enfin bref, passons ces détails. Mais voilà, c'est cet article toujours de Zone Subversive. Et promis, je sais que je vais parler de la critique de la valeur, etc. et d'autres blogs. Mais le blog de Sylvain de Zone Subversive est très abordable. Et très même si il y a 2-3 trucs que je suis pas forcément d'accord, notamment sur la critique de la gauche intersectionnelle, bien que je vois ce qu'il veut dire, mais la formulation est très ambiguë. Enfin bref, je verrai ça dans d'autres épisodes. Donc voilà, on va commencer la lecture de cet article. Et je vais essayer d'être lent, Billy, dans ma lecture et dans ma diction, bien évidemment. Il faut que je fasse les vignettes aussi. Attends, j'ai 2 vignettes à faire. Mon Dieu, cette chaîne qui prend du retard. Donc, enfin bref, on va... lisons. Une histoire de l'autonomie des luttes. Publié le 17 mars 2018. L'histoire des révoltes sociales comprend un aspect réformiste et autoritaire. Mais il existe aussi une dimension autonome et auto-organisée, sans dirigeant ni hiérarchie. Ça donne envie. L'histoire des luttes est traversée par une dynamique autonome et sauvage. L'auto-organisation contre la délégation du pouvoir reste un aspect important de nombreuses révoltes. Il semble important de se pencher sur les dimensions autonomes des mouvements du passé pour les faire revivre dans les luttes actuelles. De la même Révolution française au mouvement Occupy Wall Street, des aspects sauvages et autonomes traversent les luttes. Charles Rive, c'est ça, Rive, ouais, c'est ça, propose une réflexion sur cette dynamique dans Le socialisme sauvage. Il faudrait que je fasse avec l'accent québécois. Le socialisme sauvage. Tu sais rien, Charles Rive, tu sais rien. On embrasse les Québécois s'ils nous écoutent. Enfin bref. Début du socialisme sauvage.
La Révolution française est déclenchée par un mouvement de révolte spontanée. Des sections et des comités populaires s'organisent. Mais l'État et les Jacobins de Robespierre soumettent ces comités à un État centralisé. Face à la dangerosité d'un peuple imprévisible, la bourgeoisie défend le système représentatif. Pas aussi par rapport à des structures, des contraintes, on va dire, d'espace. Parce que une démocratie directe à l'échelle d'un pays comme la France, c'est pour ça que les anarchistes défendent un projet de fédération de communes, parce qu'il n'y a qu'à l'échelle d'une commune qu'on peut avoir une démocratie directe d'une manière vraiment efficace, d'une manière vraiment que ça soit pas le bordel, parce que voilà, petite parenthèse, faites une assemblée générale avec tout un pays, vous verrez qu'à un moment donné la démocratie représentative s'impose d'elle-même, à un moment donné. Seule une classe dirigeante est censée défendre les intérêts du peuple dans le cadre du respect de l'intérêt de la nation. L'interdiction des clubs de femmes illustre ce tournant autoritaire. Aussi, sur la Révolution française, on se penchera sur le livre de Daniel Guérin sur Bourgeois et Bras nus, les enragés. Mais je ferai un épisode sur les enragés, ne vous inquiétez pas aussi. Karl Marx considère la commune comme la forme qui permet l'abolition et la domination de classe. Il insiste sur la destruction de l'État. Ouais, pas toujours quand même. Mais il évoque également la dimension fédérative et anticentraliste de la commune. La forme de la commune est contestée par les partisans d'un État autoritaire mais ouvre la voie de l'émancipation. Une forme capable de mener l'instauration d'une société sans classe ni État à la fin du pouvoir politique spécialisé, séparé et à la construction d'une association émancipatrice, observe Charles Rive. Plutôt bien. Le débat entre Marx et Bakounine traverse l'Association internationale des travailleurs, AIT. Bakounine critique l'État pour son contenu de classe, mais aussi pour sa dimension autoritaire et oppressive. Il refuse également la soumission des travailleurs à une organisation politique. Il s'oppose au socialisme des chefs et des appareils. Néanmoins, Bakounine privilégie les sociétés secrètes et les petits groupes. La propagande et l'insurrection priment sur un mouvement d'auto-émancipation collectif. D'où Bakounine qu'il était, il avait ses défauts. La social-démocratie encadre le mouvement ouvrier dans les pays du nord de l'Europe. La discipline, la centralisation et la bureaucratie empêchent la spontanéité tout comme l'autodétermination intellectuelle et pratique. En France, la CGT comprend un courant réformiste qui accepte de co-gérer. Mais il existe également un puissant courant syndicaliste révolutionnaire qui valorise la grève et l'action directe. Attends, la CGT fait figure de punk quand même, enfin bref. Avec la guerre mondiale, le syndicalisme se normalise et s'intègre dans la société capitaliste. Mais avec les grèves insurrectionnelles et la révolution russe, des comités de lutte émergent à la base. Anton Pannekoek, c'est ça, ouais, et Rosa Luxembourg défendent l'action spontanée et l'indépendance vis-à-vis des partis. Alors, Anton, qu'on l'a vu aussi dans les conseils ouvriers, et Rosa Luxembourg, pareil. Rosa Luxembourg qui n'est pas aussi très claire sur la nécessité d'un parti politique. Voilà, elle n'était pas très claire, elle était ambiguë comme je l'ai dit dans l'épisode sur les conseils. Enfin bref, on continue. Révolution russe et conseils ouvriers. Les soviets de la révolution russe apparaissent comme une forme nouvelle qui renoue avec le socialisme anti-autoritaire. La puissante énergie et créativité dégagée par les grèves de masse apparurent aux quelques socialistes les plus lucides qui étaient à l'écoute du mouvement réel des exploités, comme les signes d'une aspiration révolutionnaire nouvelle, observe Charles Rive. En février 1917, une grève de masse renverse le régime tsariste. Le parti bolchevique s'apparente à la social-démocratie. Alors oui, parce que les bolcheviks n'étaient que l'aile gauche des sociaux-démocrates russes de l'époque. C'est toujours bon de le rappeler, hein. Même à l'époque, ils étaient considérés comme des sociaux-démocrates. Enfin, ils sont issus de la social-démocratie russe. Ils sont l'aile gauche de la social-démocratie russe, on va dire ça comme ça. Donc c'est une petite anecdote comme ça, méprisante, mais c'est une petite claque derrière les oreilles. Ils ont besoin, les bolchos, ils ont besoin de ce genre de petit rappel historique. Ça fait toujours plaisir. Il reste attaché à la prise du pouvoir d'État et à la centralisation au nom de l'efficacité. C'est une avant-garde politique et intellectuelle qui prétend apporter la conscience révolutionnaire aux prolétaires. Néanmoins, Lénine estime que les soviets peuvent lui permettre d'accéder à la tête de l'État. Les bolcheviks au pouvoir répriment les soviets pour imposer un capitalisme d'État. Pam. Et oui, l'URSS, camarade, était un capitalisme d'État. Bienvenue à toi, bienvenue chez les anarchistes. Prends un cookie, viens, on est bien dans les mines de sel. Et ouais, je bois un café, qu'est-ce qu'il y a? On se met bien à la main dans le caleçon.
capitalisme d'État, voilà c'est ça. La doctrine marxiste-léniniste apparaît comme une variante moderne du jacobinisme. La discipline empêche la réflexion critique et l'auto-organisation. Les bolcheviks imposent la nationalisation de l'économie. Ils s'opposent aux comités d'usine qui sont des organes pour organiser la production à la base. Les bolcheviks imposent progressivement la spécialisation, puis le commandement et enfin la militarisation du travail. Un point qu'ils partagent avec les fascistes. Mais on parlera de Volym et du fascisme rouge une autre fois, vous inquiétez pas. La révolution allemande de 1918 permet un important soulèvement populaire, mais elle ouvre aussi les portes du pouvoir au Parti social-démocrate, le SPD. Ils existent toujours, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce puissant courant du mouvement ouvrier veut transformer la société et rationaliser l'économie à travers des réformes sociales. Le SPD veut prendre le pouvoir d'État à travers les élections. Il favorise le parlementarisme et la délégation du pouvoir. Le SPD s'intègre dans l'État et la société capitaliste. Le rejet de la barbarie de la guerre déclenche des révoltes en 1918. Mais ce mouvement apporte un soutien aux sociodémocrates contre la hiérarchie militaire. Hébert, président du SPD, accède à la tête de l'État. Le mouvement des conseils ne propose pas de remplacer l'État pour réorganiser la société. Ce sont des militants du SPD qui sont élus pour représenter des conseils qui visent uniquement à permettre une démocratisation de l'État. Les conseils ne sont plus des organes d'auto-organisation qui finissent par s'institutionnaliser. Voilà. En gros, voilà. C'est les vrais mouvements, on va dire. La social-démocratie valorise les coopératives. Rosa Luxembourg critique cette forme d'auto-exploitation. Les ouvriers deviennent des entrepreneurs qui doivent vendre des marchandises. Alors, dans l'absolu, je suis tout à fait... je suis à 1000% d'accord. Mais aujourd'hui, créer une coopérative, c'est limite, c'est de l'utopie aujourd'hui. Je critique pas Rosa, je suis totalement de l'avis de Rosa Luxembourg. C'est juste que j'ai dit discussion, je crois que j'ai eu une discussion avec un camarade qui se reconnaîtra sur les coopératives. J'ai eu la même réflexion que Rosa, mais ouais, sauf qu'on est au 21e siècle et bon, refuser d'être raciste fait de temps un danger bolchevique. Donc si tu veux, enfin voilà, c'est les anecdotes personnelles. Les coopératives finissent par s'intégrer dans le capitalisme. Au contraire, les conseils doivent permettre une auto-organisation de la production pour satisfaire les besoins sociaux. Anton Pannekoek observe l'intégration des mouvements contestataires dans le capitalisme. Dans les livres d'ailleurs, c'est en 2 tomes, les conseils ouvriers, il ouvre des pistes pour une auto-émancipation. Il ne s'appuie pas sur des idéologues marxistes, mais sur des expériences historiques et autonomes des exploités. Les conseils ouvriers ne sont pas une forme à fétichiser, mais une démarche politique. Autogouvernement qui intégrait le dépassement et la séparation entre l'économie et la politique. La fin des spécialistes, des activités séparées, décrit Charles Rive. Oui, c'est-à-dire que c'est le Fordisme, les tâches séparées, etc. Enfin, voilà. Si vous avez la moindre question, mettez dans les commentaires, parce que pour moi c'est vraiment un article où je me pince les tétons, mais enfin peut-être pour vous, la notion peut-être d'activité séparée en fait, c'est peut-être là où il y a un blocage. Enfin bref. La critique de la délégation vise à relier des décisions et exécutions, sans intermédiaire de chef ou de représentant. Il s'agit là d'une révolution totale dans la vie spirituelle de l'homme, indique Anton. Spirituel, je suis assez sceptique, mais bon, sur le reste, moi je signe, franchement. C'est ce genre de spiritualité, moi je prends. Le texte Principe de production et de distribution propose des pistes d'organisation d'une société sans exploitation. Néanmoins, cette brochure comporte certaines limites. Le calcul de la production et de la distribution repose sur le temps de travail. Ce modèle reproduit les catégories du capital avec une comptabilité qui préserve l'argent et le travail. Cette société peut reproduire des inégalités. Surtout, des principes économiques ne doivent pas être figés mais surtout soumis au libre choix des personnes concernées. Malgré ces limites, les principes restent une base de réflexion incontournable. Source dans la description de l'article. Voilà. Enfin, dans l'article, pas dans ma vidéo. Comme ça vous forcera à y aller. Voilà. Bon, c'est pour votre bien. Ne me jugez pas, je suis autoritaire. Révolte libertaire. La révolution espagnole de 1936 révèle le rapport des libertaires à la politique. Les anarchistes ont rejoint le gouvernement, mais cet épisode dévoile un problème plus profond. Les anarchistes critiquent les institutions, mais ne refusent pas les alliances politiques, avant-gardistes dans les mouvements sociaux. Ensuite, les anarchistes reproduisent la séparation du social et du politique. Le syndicat se distingue de l'organisation idéologique. Malheureusement. L'Espagne de 36 était très bien, mais c'était un des angles morts.
En 1934, une grève insurrectionnelle éclate dans les mines des Asturies. Des comités révolutionnaires émergent. Ces structures regroupent des ouvriers, quelles que soient leurs appartenances politiques ou syndicales. La CNT, organisation anarcho-syndicaliste, regarde avec méfiance ce mouvement unitaire et spontané. Ouais. En 1936, des comités de défense se forment à Barcelone face au putsch militaire. Une grève générale insurrectionnelle éclate. Il s'ensuivit une vague d'agitation révolutionnaire qui gagna toute la société et déboucha sur un mouvement d'auto-organisation, d'occupation, d'expropriation et de socialisation des services, d'entreprises et de terres, décrit Charles Rive. Mais la logique de guerre l'emporte. La CNT rallie le gouvernement. Il s'ensuit la neutralisation des organisations de base et l'écrasement des collectivisations. Je crois qu'il y a 3 livres que j'ai, il y a quelques livres que j'ai sur justement sur l'expérience des collectivités paysannes en Aragon et en Catalogne. Faudrait que je me note pour moi-même. Les anarchistes estiment que les entreprises doivent être gérées par les syndicats, mais les travailleurs subissent les mêmes conditions qu'avant. La collectivisation préserve l'organisation du travail en usine et les inégalités de salaire. Les anarchistes défendent l'intensification de la production, ce qui provoque l'opposition de la base de la CNT. Mode libertarien. Les collectivités restent la réussite de ce mouvement avec l'invention d'une autre forme d'organisation de la production. Les nationalisations mettent un terme à cette expérience. La révolution espagnole repose sur les syndicats comme la CNT. Aucune structure autonome ne parvient à s'imposer. Le mouvement de mai 68. Alors faudrait que je fasse un épisode sur mai 68 aussi, un basique, mais l'affiche est assez imposante. Le mouvement de mai 68 émerge dans les universités et les affrontements de rue. Mais une vague de grève spontanée se propage. Oui, je crois c'est 6 à 7 millions de grévistes, je crois à l'époque, si j'ai bonne mémoire. Environ, peut-être même plus. Enfin, on va dire 6-7 millions, voilà, à peu près. Les syndicats tentent de réorienter le mouvement dans un cadre revendicatif et négociable. Néanmoins, le 4 juin, la France est toujours paralysée par 10 millions de grévistes. Ah bon, j'étais loin. On va dire, les 7 millions, on va être sympa. On va dire que 7 millions. Les plus grosses grèves générales de France, d'ailleurs, mai 68. Ceux qui réduisent mai 68 à Cohn-Bendit et aux étudiants, ce sont des salopards. Voilà, c'était limite, je vais pas dire que c'était rien quelque part. Au niveau de l'image, effectivement, on a toujours mai 68, Cohn-Bendit, etc. et d'autres. Mais le gros, le mai 68 n'aurait pas été aussi ouf sans les 7 millions de grévistes. Là, on l'a 10 dans l'article. Je pense que c'est peut-être un peu beaucoup, mais on va dire 7 millions, allez, on va être sympa. Les appareils syndicaux mettent alors toute leur énergie pour imposer la reprise du travail. Totalement vrai. Je crois qu'il y avait même un film en noir et blanc où il y a une nana qui voulait pas y retourner dans cette tôle, avec un délégué syndical qui voulait la remettre au job. Bref. La révolte étudiante se propage dans la jeunesse ouvrière qui conteste également les hiérarchies, les détenteurs du savoir et un mode de vie routinier. Bon, il y avait ça aussi, la guerre du Vietnam, c'était toute une période. La CGT impose une séparation entre étudiants et ouvriers. Le syndicat tient à rester dans un cadre réformiste, mais des comités de base émergent pour s'organiser en dehors des syndicats. En mai 68, ce fut aussi ce désir de changement de vie, et donc l'organisation de la société qui exigea la création d'organisations d'un type nouveau, souligne Charles Rive. Le comité interentreprise de Paris-Sancier défend une organisation de la grève à la base. Il s'oppose à la délégation et appelle les grévistes à prendre en main leur mouvement. Ce comité tente également de créer du lien entre les entreprises en grève pour sortir de l'isolement. Important ce truc. Nouveau mouvement autonome. Bigre, l'article est long. Le 25 avril 1974, les jeunes officiers du mouvement des forces armées, MFA, renversent la dictature salaziste au Portugal. Ce coup de force militaire s'accompagne d'une puissante vague de mouvements sociaux. Seule une nouvelle intervention armée permet de rétablir l'ordre capitaliste le 25 novembre 1975. Charles Rive est portugais. Je crois que c'est une révolte où il a participé. C'est pour ça qu'il... c'est-à-dire qu'on dit mai 68 et puis 74, le régime de Salazar. C'est vrai que il y en a un des deux qui est plus médiatisé que l'autre, mais Charles Rive l'a mis parce qu'il a directement vécu ce truc. Donc cette révolte. Donc moi c'est pour ça. Voilà, c'était la petite anecdote. Le syndicat corporatiste du régime fasciste est hors jeu. La lutte auto-organisée à travers des assemblées. Les mandats des délégués sont étroitement contrôlés par la base. Des usines sont occupées et organisées par les ouvriers, comme à la Cantal. C'est ça. Des occupations spontanées des terres se multiplient. Oh yeah. Je kiffe. J'aurais aimé voir ça.
Le Parti communiste dénigre les grèves. Les gauchistes s'appuient sur le mouvement surtout pour créer des partis léninistes. C'est vrai que quand Sylvain dit les gauchistes, c'est pas la forme comme nous on l'entend en général. C'est plutôt les gauchistes, lui dit plutôt les autoritaires en général. Les commissions de travailleurs, c'était créées par le mouvement, deviennent surtout des espaces d'affrontement entre des courants idéologiques. Un mouvement autonome émerge également en Espagne avec des assemblées ouvrières qui s'organisent en dehors des syndicats. La révolution portugaise apparaît comme le dernier soulèvement d'ampleur en Europe. Ah bah c'est vrai. Ouais, c'est... Ouais, effectivement. Dans cet ordre-là. La crise de la démocratie représentative provoque l'émergence de nouvelles luttes. Le mouvement du 15 mai, en Espagne, les mouvements Occupy Wall Street ou encore Nuit debout en France, expriment le désir d'inventer des nouvelles formes d'organisation. La précarisation de la jeunesse et l'échec des révoltes peuvent déboucher vers une radicalisation politique ou un repli vers la religion. Les assemblées restent traversées par des tendances contradictoires. Des intellectuels marxistes théorisent le populisme pour orienter la lutte vers les élections et les institutions. Podemos et la France insoumise incarnent cette étatisation des luttes. Une autre tendance considère que l'ordre existant ne peut être ni réformé ni amélioré. Elle valorise les actions directes et s'attache à l'élargissement du mouvement. En Espagne, des expulsions de logements sont empêchées par des terres. Des expulsions de logements sont empêchées et des terres sont occupées. D'accord. Pourquoi pas? Ça peut être bien. Le vieux mouvement ouvrier, avec ses organisations autoritaires et centralisées, s'effondre. De nouvelles formes de lutte émergent pour combattre les conditions d'exploitation actuelles. C'est à partir des mouvements des assemblées, malgré leurs limites, que doivent se dessiner des perspectives émancipatrices. À tâtons, de façon hésitante, les nouveaux mouvements sortent du cadre quantitatif de la revendication immédiate du légalisme à tout prix. Il soulève la question d'une réappropriation de la vie par les intéressés, d'une autre orientation de l'histoire, souligne Charles Rive. Réinventer les luttes autonomes. Charles Rive propose un éclairage incontournable sur les débats qui traversent les luttes actuelles. Et surtout, je voulais dire aussi que Charles Rive n'est pas un universitaire, c'est un militant. En tout cas, j'ai pas vu que c'était un universitaire. Peut-être que je me trompe en fait. Dites-moi dans les fins. Limite, allez, faites bosser le chat. Allez, dites-moi dans les commentaires. Je pense pas que Charles Rive, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu me renseigner sur le gars, il a pas l'air d'être un universitaire. C'est un livre qui est avant tout un livre de militant, avec quand même avec une vraie culture militante. D'ailleurs, dans la bibliographie du bouquin, il y a quasiment, c'est impressionnant. Moi, ça me sert de base, je vous le dis honnêtement. Bref, c'était la petite parenthèse. Son livre fait écho à celui d'Enzo Traverso, c'était sur la mélancolie de la gauche, que j'ai d'ailleurs, qui est un livre assez plutôt inhabituel pour un essai de sociaux, mais assez intéressant. Je vous le mettrai dans la description. Sur la mélancolie de la gauche. Franchement, c'est pas mal. Mais l'universitaire trotskiste reste tourné vers le vieux marxisme-léniniste et rumine les défaites du passé. Au contraire, Charles Rive s'appuie sur les mouvements historiques pour jeter un regard optimiste sur les révoltes à venir. Charles Rive propose des analyses des luttes historiques. Il observe les forces et les limites de ces mouvements. Il insiste sur la spontanéité et l'auto-organisation. Il critique au contraire les tendances autoritaires, jacobines, centralisatrices. Il dénonce les pratiques avant-gardistes, même lorsqu'elles se déguisent derrière les discours libertaires. Le socialisme sauvage et le socialisme d'avant-garde ne s'opposent pas de manière schématique. Les révolutions du passé montrent que les structures d'auto-organisation peuvent s'essouffler et de se bureaucratiser. Néanmoins, analyser les erreurs du passé peut permettre d'éviter de les reproduire. Quand même. Charles Rive s'appuie sur un communisme libertaire ouvert. Il emprunte l'essentiel de ses analyses au communisme de conseil. Mais il reconnaît les apports du syndicalisme révolutionnaire et d'un anarchisme ancré dans les luttes de classe. Les vieilles idéologies semblent d'ailleurs dépassées. Le communisme de conseil s'apparente surtout à une démarche intellectuelle et politique plutôt qu'à un dogme figé et incantatoire. Charles Rive renouvelle cette démarche pour éclairer le débat sur les assemblées. Cette forme d'organisation traverse toutes les luttes sociales. Elle révèle un rejet des chefs, des représentants et des avant-gardes. Charles Rive emploie le terme confus de démocratie directe. Mais il se garde bien de fétichiser le démocratisme des assemblées. Il critique les anarchistes qui se contentent d'un simple formalisme. Les assemblées de lutte doivent être décisionnelles et permettre une véritable auto-organisation. Il montre également les limites de la critique des assemblées qui vient du comité invisible, ou des mouvances bordisonnantes, comme Léon de Matisse et la communisation. Alors, s'il y a des camarades de la communisation, pas de pouce rouge, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est...
Moi, je veux la paix, s'il vous plaît. Je veux pas de drama. La dénonciation des palabres d'assemblée peut également déboucher vers des pratiques avant-gardistes qui valorisent l'organisation affinitaire plutôt que la lutte avec les autres exploités. Il propose des pistes émancipatrices. Il ne se contente pas du discours incantatoire sur les conseils ouvriers, et encore moins de palabrer sur une communication qui doit tomber du ciel sans transition. Charles Rive ne propose aucun kit révolutionnaire ou formule magique, mais il s'appuie sur les luttes actuelles pour saisir leur potentialité autonome et révolutionnaire. Sans l'aigreur méprisante des ultra-gauchistes, revenus de tout mais qui ne sont jamais allés nulle part, il se méfie des communs et des îlots alternatifs coupés du monde. Seules les luttes sociales et spontanées doivent permettre d'inventer une société communiste et libertaire. Fin de l'article de blog. Donc je mettrai le livre pour le commander dans la description et n'hésitez pas à le commander. Je pense que objectivement, quand vous aurez fini la lecture de ce livre, votre vie va changer. Mais le revers de la médaille, si vous voulez, c'est une fois que vous avez lu ce livre, les luttes actuelles vous semblent d'un fade extraordinaire. Moi personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai lu ce livre-là, mais c'était une claque ce livre, mais bon, un coup de pied dans les couilles salvateur. Et après, quand j'ai vu les Gilets jaunes, si tu veux, j'étais j'étais moyennement ambiancé. Je voyais les grosses failles, je voyais les gros trucs. Enfin bref, lire ce livre est une bénédiction. Enfin, c'est vraiment je ne peux que vous le conseiller pour votre propre bien, pour un petit peu vous faire une idée de ce qu'est vraiment une lutte émancipatrice. En tout cas, pour ça vous faire entre guillemets un espèce de maître étalon intellectuel et historique. Et voilà, et le drame en même temps, c'est que quand une fois que vous aurez lu ce livre, à un moment donné, tout vous semblera fade. C'est un petit peu le revers, on va pas se mentir. Donc enfin bref, je vous encourage aussi à aller sur l'article de Zone Subversive pour aller voir les liens pour aller plus loin, dont l'interview de Charles Rive, d'ailleurs, j'ai écouté pas mal de fois, qui est assez agréable à lire. Il n'a pas ce côté lourd des militants, de gauche, machin, un peu écorché vif, même si on peut être écorché vif pour de très bonnes raisons, c'est pas le sujet. C'est qu'il arrive vraiment, beaucoup de plaisir à l'écouter, beaucoup de plaisir. Il me semble être un... D'ailleurs, s'il écoute cette émission, envoie-moi un mail s'il te plaît, je serais ravi de te donner le micro, il n'y a pas de problème. Donc voilà, petite bouteille dans l'océan, s'il te plaît. Charles Rive, s'il te plaît, réponds-moi. Rive Sama. Enfin bref, c'était la lecture du blog de Zone Subversive. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.